Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je reçois Cédric Vladimir, que j'ai la joie et le bonheur de recevoir dans notre émission au Parti de la France. Bonjour, bonjour Cédric. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Rentrons directement dans le vif du sujet, pour peut-être qu'il y a des auditeurs et des abonnés qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et raconter votre histoire par rapport à la police ? Je suis un ancien policier, révoqué depuis quelques mois, après 17 ans de carrière. Voilà, j'ai été dans une unité de terrain, surtout en Île-de-France, Paris et le 93. Et voilà, je me suis fait révoquer dernièrement pour manquement au devoir de loyauté envers ma hiérarchie. Bien sûr, nous en parlerons peut-être un peu plus tard, mais juste avant, j'aurais aimé savoir, parce que vous avez créé le syndicat, l'association Tous Hors Service. Pourquoi avez-vous créé ce syndicat ? Alors c'est un collectif à la base, Tous Hors Service. C'est quelque chose qui est né à peu près à l'époque du début des Gilets jaunes. C'est qu'il y avait eu un mouvement de contestation au sein des fonctionnaires de police qui, surtout les anciens, trouvaient disproportionné notre engagement contre les Gilets jaunes par rapport à la façon dont on était engagé dans les cités. Et donc nous, qui avions l'habitude d'œuvrer dans les cités, quand on nous a engagés de façon excessive sur les Gilets jaunes, on s'est un peu retiré, on a refusé les ordres, et du coup on a commencé à créer ça. Côté de Tous Hors Service, on voulait plus être au service. Et c'est un petit peu de là qu'est né ce collectif, de façon assez naturelle. Avec pas mal de policiers qui se sont retirés. Et ensuite, on a rejoint un syndicat via ce collectif. Mais à la base, ça, c'est un collectif, c'est pas un syndicat. Très bien, autant pour moi du coup. Et j'aurais aimé savoir, Cédric, parce que vous avez dit que la police était imprégnée, était gangrénée par des personnes qui pouvaient être peut-être incompétentes. En tout cas, peu importe la compétence, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pensez que la police se préoccupe du peuple, se préoccupe de l'harmonie sociale, ou est-ce qu'elle est plutôt aux ordres d'une politique qui se moque de la population ? Le problème, c'est que la police, quand on dit la police, ça fait un peu trop global. Moi, je dissocie deux catégories dans la police. Les policiers de terrain, qui sont vraiment au cœur du terrain, sur le terrain et à proximité de la réalité, et l'oligarchie policière avec la hiérarchie et surtout la haute hiérarchie qui elle, est totalement déconnectée. Donc moi, quand je critique la police, je critique l'oligarchie policière. La haute hiérarchie et certainement pas les policiers de terrain. Donc quand je dis que y a de l'incompétence, je parle dans le management. Donc après, les policiers de terrain s'engagent, oui, pour le peuple, dans la plupart des cas. Et après, plus vous allez remonter dans la chaîne hiérarchique, et plus la chaîne hiérarchique est à la merci, on va dire, des consignes politiques et donc des pouvoirs politiques en place. Justement, en parlant de la hiérarchie, il se dit, dans des rumeurs, qu'il y a beaucoup de personnes faisant partie de la franc-maçonnerie en haut de la hiérarchie de la police. Est-ce que vous confirmez cette rumeur ? Déjà, c'est même pas une rumeur en fait, parce que c'est tout à fait concret. Ça se sait, enfin c'est officiel quasiment. Après, c'est pareil, la franc-maçonnerie, il y a deux choses à dissocier. Il y a la franc-maçonnerie des opportunistes, et puis les idéologues. Donc c'est deux types de franc-maçonnerie bien différentes. Le problème c'est que oui, dans la police on retrouve plutôt des loges d'opportunistes avec des carriéristes, des gens qui cherchent à être francs-maçons pour se placer. Et on est bien loin des idéologues qui ont des convictions presque parfois religieuses. Et donc oui, par contre, en fait, ça c'est tout à fait officiel, hein, et on l'a démontré plusieurs fois. Et ça a été écrit dans des livres de gens très sérieux, comme Place Beauvau avec un écrivain du Canard enchaîné. Et bien sûr que oui, la franc-maçonnerie, comme dans tous les milieux, tient des points stratégiques. Après, est-ce que c'est un problème ou pas? Si c'est une franc-maçonnerie idéologique, peut-être pas. Si c'est uniquement opportuniste, peut-être bien que oui. Vous avez fait un passage qui a été très remarqué chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, où vous aviez défendu l'honneur des hommes de la Bravem. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il s'est passé et
quelle a été la réaction du ministère de l'Intérieur? Alors ce passage, il a été remarqué parce que on a été présenté comme on ne devait pas être présenté. Donc nous, on avait refusé d'être présentés comme 4 policiers de la Bravem, mais là je jette pas la faute sur Cyril Hanouna en personne parce qu'il a été aussi trompé par ses propres équipes. Les programmateurs, pour se faire mousser, ont voulu au dernier moment nous présenter comme 4 policiers de la Bravem alors que c'est une émission qu'on préparait depuis une huitaine de jours en visio avec les policiers, que les programmateurs savaient très bien qui on était. Et au dernier moment, pour faire le buzz, ils ont dit on va vous présenter comme 4 policiers de la Bravem, ça sera mieux, etc. Donc là, en fait, nous, on a tous refusé d'intervenir. Au final, on nous a dit qu'on ne serait pas présenté comme ça. Et puis une fois qu'on est arrivé, on a été présenté comme ça parce que Cyril Hanouna n'avait pas été mis au courant qu'on n'était pas 4 policiers de la Bravem. Donc ils nous présentent comme ça. Je fais un rectificatif dès que j'arrive sur le plateau. Et ensuite, on découvre le bandeau quand on a fini. Donc c'est trop tard. Donc moi après ma présence là-bas était officielle parce que je l'avais annoncé sur mes réseaux sociaux avant et c'était les policiers de la Bravem qui m'envoyaient en tant que porte-parole. C'était conclu comme ça. Ensuite en fait a été généré un bad buzz par un syndicat des commissaires parce qu'en fait ce qui s'est passé dans cette émission c'est que moi j'y allais pour défendre 2 choses. La première, c'était pour dire que derrière chaque uniforme, il y a un être humain, et donc on pouvait comprendre certains comportements, certaines erreurs, etc. Et surtout, je mettais en avant, et c'est ça qui a posé problème, je mettais en avant la responsabilité hiérarchique quand on fait travailler des effectifs qui sont des êtres humains, plus de 16 heures sur la voie publique sans qu'ils n'aient à boire, à manger, ou même accès à des toilettes. À la fin de la journée, évidemment, ils vont être moins professionnels et moins lucides. Sauf que quand ils commettent des erreurs dans ces conditions-là, en fait, c'est eux les seuls responsables face à la justice et systématiquement, on protège la hiérarchie qui, elle, n'a pas à faire face à sa responsabilité. C'est ça que j'ai dénoncé et du coup, j'y allais pour le dénoncer devant le maximum d'auditeurs et c'est vrai que c'est TPMP pour ça, c'était bien. Et donc, en fait, là, on a mis en difficulté la hiérarchie qui a du coup sauté sur l'occasion de créer un bad buzz sur le fait que je me serais soi-disant fait passer pour un policier de la Bravem alors que c'est facilement vérifiable que non, puisque déjà on a demandé à pas être présenté comme ça, on s'est plutôt fait avoir par la programmation de TPMP, et en plus j'avais officialisé ma venue avant sur mes réseaux où les policiers de la Bravem me suivaient, et moi c'est les policiers de la Bravem qui m'ont demandé d'aller porter la parole, mais en tant que policier expérimenté, avec des policiers expérimentés. D'accord. Vous êtes en conflit ouvert avec certains syndicalistes institutionnels comme par exemple Linda Kebab ou Abdoulaye Kanté. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces imposteurs? Bon, imposteur, c'est votre terme, mais conflit ouvert, en fait, oui, c'est un conflit ouvert parce qu'il est un peu public. Après, en fait, Abdoulaye Kanté est pour moi le porte-parole du ministère, du pouvoir politique en place, ce qui est peut-être pas forcément le cas de Linda Kebab, qui est un peu plus dans la contradiction. Le problème de Linda Kebab, à mes yeux, c'est que elle est à l'opposé de mes convictions. C'est une ancienne militante de la France Insoumise. Et pour moi, elle joue un double jeu, disons qu'on n'a pas les mêmes visions de ce que je voudrais que soit la police de mon pays. Et eux, ils défendent, ils ont une très grande place médiatiquement qui leur est offerte pour plutôt propager en fait un discours institutionnel. Et souvent, ces gens-là sont mis en avant par rapport à des gens comme nous qui sommes plus critiques et plus objectifs. Et nous, on va dire la vérité. Et puis ces gens-là disent ce qu'on leur dit de dire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en conflit avec eux. Et voilà. Donc après, c'est un conflit sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un conflit public. J'aurais aimé savoir, il y a, on va dire, vous savez, dans l'histoire, pas mal de policiers qui ont fait un peu de zèle auprès du gouvernement, notamment concernant la période de dictature sanitaire, la manif pour tous, les gilets jaunes et de manière générale contre les nationalistes. Donc est-ce que vous comprenez la méfiance qui peut paraître légitime de la part de nombreux patriotes et nationalistes envers la police? Je la comprends tout à fait en fait, parce que déjà moi je suis et les policiers qui sont comme moi sont les premiers frustrés de cette situation parce que nous on est des patriotes enracinés, on peut être considérés comme des nationalistes. Oui, moi je considère que les 10% de policiers qui sont avec ces pensées-là. Et bien sûr, en fait,
là, c'est comme ce que je disais au début, la différence inouïe entre le traitement et les ordres qu'on a eus dans les cités depuis des années sur des éléments ultra-violents, multirécidivistes, a été totalement différent parce que dans les cités, il faut rien faire, on a des munitions de LBD qui sont sous-chargées, etc. Et puis par contre, quand on nous a envoyé sur des manifestations plus populaires où c'était plutôt des Français avec des revendications légitimes qui étaient de finir les fins de mois dignement, etc. Mais là, en fait, ça a été un petit peu chargé et puis fait de place nette. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu une cassure au sein de la police avec toute une partie de policiers qui étaient beaucoup plus patriotes et proches du peuple qui ont refusé en fait de ce combat-là. Et ça, en fait, au sommet de l'État, ils l'ont compris même avant nous, et ils avaient déjà commencé à organiser un changement, comme des unités qui étaient projetées vraiment en première ligne comme la nôtre. Tous les anciens ont été diabolisés, tous les anciens se sont fait virer, puis on a recruté à la place des petits jeunes, on les a galvanisés, et puis on a changé vraiment beaucoup le recrutement dans la police nationale. Et les nouveaux qui sont arrivés après derrière ça, c'était plutôt de la recherche d'adrénaline, ils se posaient pas la question de pourquoi ils faisaient les choses, et voilà, ils se sont aperçus que les anciens avaient de l'expérience, la bouteille réfléchissait, et puis on n'acceptait pas forcément les ordres qui nous paraissaient pas légitimes, ou du moins en adéquation avec nos valeurs. Nous entendons régulièrement Thomas Joly, président du Parti de la France, dire qu'il faudrait envoyer l'armée dans nos banlieues colonisées par l'Afrique pour pouvoir les récupérer. Est-ce que vous pensez qu'avec la police seule, à condition qu'elle ait les bonnes consignes et qu'elle soit bien formée, qu'elle pourrait réussir cette tâche sans avoir besoin de l'armée ? Bah tout à fait. En fait, l'armée est pas du tout adaptée pour intervenir dans les cités. Bien sûr que la police nationale est largement suffisante, formée et équipée. Le seul problème de la police nationale sont les ordres et les donneurs d'ordre. Donc évidemment qu'en fait, quand vous nous maintenez et que vous nous retenez, on ne peut pas ramener l'ordre. Alors que si on nous laisse travailler, en fait, les policiers français sont largement entraînés, équipés pour ce genre de situation. Et voilà, quand vous avez les BAC départementales, etc., elles sont largement à même de ramener le calme dans les quartiers. Et l'armée serait pas du tout adaptée parce qu'en combat urbain comme ça, l'armée a pas utilisé des LBD, etc. Vous allez vous retrouver avec une guerre civile, enfin du moins une guerre urbaine, avec des tirs à balles réelles. Là, c'est pas possible. On parle de violence urbaine et de maintien de l'ordre. C'est des spécialités de la police nationale ou de la gendarmerie, mais certainement pas de l'armée en territoire national. Très bien. Vous avez vu avec l'affaire très médiatisée de Nahel Mezrouk, délinquant multirécidiviste, qui n'a plus fait d'acte d'ailleurs depuis 3 mois évidemment. Vous avez vu qu'il y avait un policier qui a été incarcéré alors que, selon une vidéo que j'avais vue de vous justement, il avait agi correctement en fonction de ce qu'on a pu lui apprendre, ou d'un manque de formation aussi de ce que j'ai pu comprendre. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez d'abord de son incarcération, et ensuite, vous avez dû voir la cagnotte en soutien du policier qui a été nettement plus alimentée que la cagnotte par exemple pour le soutien de la famille Nahel. Est-ce que ça vous donne espoir, quelque part, aux Français qui préfèrent soutenir le policier que le délinquant? Alors concernant son incarcération, elle est scandaleuse. Après, attention, on note la vie de quelqu'un, il est normal que les circonstances de la façon dont ça a été fait soient traduit devant la justice, qu'on ait à s'expliquer, etc. Maintenant, oui, quand j'ai expliqué dans une vidéo que au niveau opérationnel et technique, il avait été bon, c'est le cas, hein, c'est l'avis des meilleurs et des membres des forces spéciales. Le positionnement est bon, c'était un policier qui s'entraînait en dehors aussi du service, et donc lui, sa formation, elle était tout à fait adaptée, et son auto-formation lui ont permis de faire les bons gestes. Donc opérationnellement, il a rien à se reprocher. Sont les spécialistes et les experts des plateaux télé qui tout de suite ont critiqué son geste alors qu'ils n'y connaissaient rien, et ils ont créé une polémique médiatique. Lui, il a subi cette polémique médiatique, et c'est ça qui l'a conduit en prison. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, son incarcération, elle est motivée quasiment principalement par le fait que s'il est remis en liberté, ça pourrait donner
un signe à certains membres des quartiers qui pourrait troubler l'ordre public. Donc il est maintenu en détention pour ne pas troubler l'ordre public. Il n'est pas maintenu en détention parce qu'il est jugé qu'il a fait n'importe quoi sur l'intervention. Donc lui, il a bien travaillé, mais il est maintenu en détention parce que sa libération pourrait troubler l'ordre public. C'est totalement injuste. Et là-dessus, oui, donc moi, sur son incarcération, par rapport à ça, elle est totalement injustifiée. Maintenant que la justice soit saisie, il y a un mort, etc., ça c'est normal, et il faut que l'instruction se poursuive. Mais lui, sa place, elle est dehors. Très bien. Parmi toutes les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes nationalistes, qui se disent qu'il serait peut-être bon de rejoindre les rangs de la police. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce cas-là, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors moi je pense que le recrutement a bien changé, que déjà si un jeune est ouvertement nationaliste, ou du moins qu'il le dit au moment du recrutement, il risque de pas être recruté, parce que ça va plus être forcément une qualité pour rentrer dans la police que d'être du moins patriote. Non, le recrutement a beaucoup trop changé, je pense qu'ils vont être très déçus des ordres qu'ils vont recevoir. Maintenant, après... Donc moi je leur conseille pas d'intégrer la police. Moi j'étais ravi de pouvoir la quitter, et pour moi je suis sorti par la grande porte parce que j'ai été révoqué pour des raisons dont je suis fier en fait, parce que j'ai refusé les ordres qui me paraissaient illégitimes et parce que j'ai critiqué ma hiérarchie et le management de la police nationale. Maintenant après mon discours là il est un petit peu incohérent, parce qu'en même temps c'est que si les jeunes nos jeunes semblables ne s'engagent pas, la police va continuer à changer de visage comme elle change. Pour moi, le point de non-retour est déjà franchi. La police nationale est déjà et elle a déjà beaucoup trop changé. Et les patriotes chevillés au corps ne sont plus les bienvenus dans la police, bien au contraire, la doctrine de recrutement c'est l'inverse. Et maintenant ça serait bien quand même que justement les jeunes puissent inverser cette tendance, rentrer, mais après ils sont toujours sous les ordres d'une hiérarchie qui elle fait de la politique, donc ça sera difficile. Je suis pas très objectif dans ce sens-là, quoi. En tout cas, nous vous remercions pour votre empirisme et votre expertise là-dessus, parce que c'est difficile d'avoir des témoignages forcément de policiers qui peuvent s'exprimer ouvertement, puisque la plupart se sentent très muselés par rapport à ça. Ouais. En tout cas, je vous remercie Cédric Vladimir pour avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et chers abonnés, chers adhérents, je vous invite à soutenir le Parti de la France en adhérant si vous n'êtes toujours pas adhérent, en faisant une petite donation sur notre site internet, en allant sur notre page Tipeee pour soutenir nos vidéos, et en nous écoutant tous les jeudis soirs à 21h sur Telegram. Et moi je vous dis à dimanche prochain.